Bienvenue à tous pour la nouvelle rencontre Un livre au coin du feu qui est cette fois-ci consacrée à Constance Joly et à son livre Over the Rainbow paru chez Flammarion, qui est un livre absolument bouleversant, qui est une lettre d'amour d'une fille à son père, qui moi m'a complètement transporté parce que c'est honnête, c'est intègre, c'est sincère, c'est dur. C'est l'histoire d'un homme à travers les yeux de sa fille. Et c'est finalement un point de vue qu'on ne voit pas beaucoup. Et parce que c'est un homme qui est mort du sida au début des années 90, qui a eu le courage et la force d'assumer son homosexualité au grand jour dans les années 80. Et Constance, de ce fait, a passé une partie de son enfance auprès d'un couple homosexuel. Elle était parmi les premières fillettes à vivre cette situation. Et je trouve que c'est une histoire d'amour magnifique qui pose des questions, mais profondes et qui est poignante. Enfin, moi, j'ai eu les larmes aux yeux vraiment souvent, en fait. Enfin, j'ai eu des frissons tout le temps. Parce que ça se situe au niveau de la poésie, ça se situe au niveau des sensations. C'est-à-dire qu'on a toujours peur avec ce genre de livre, et quand on en parle, qu'on le vende comme un témoignage, qu'on le vende comme quelque chose, comme un récit comme ça. Et c'est pas du tout ça, c'est vraiment une forme littéraire qui, moi, m'a une langue et un style qui m'ont complètement transporté. Donc voilà. Et Merci. Je te laisse parler. Après, je parle. Je te vas-y, laisse parle. parler. Et donc ma première question est celle de Sophie Lempe, qui est là, je te vois, Sophie. Pas moi. M'a été suggérée par Sophie Lempe. Donc. Et donc, comment as-tu décidé de passer de ton premier texte, qui était un roman de fiction pure, à celui-là, qui est un récit autobiographique? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu le portais en toi avant, ou est-ce qu'il est venu à ce moment-là? Alors déjà, merci beaucoup, Nicolas, de m'inviter au coin de ton feu. Je ne vois pas de feu, mais je vois du feu dans ton sourire, dans ton regard. Je suis très contente de vous parler à tous. Et la première question, alors en fait, c'est un faux, comment dire, c'est à la fois un faux deuxième roman, un vrai premier qui existait effectivement avant Le matin est un tigre. Bonjour Sophie. Et c'est aussi une fausse fiction. Le matin est un tigre. C'est un vrai texte autobiographique, en fait, déguisé en fiction, qui part d'un premier événement un peu bouleversant, enfin même beaucoup, qui était la maladie de ma fille, de notre fille, et pour lequel j'avais également pas du tout envie de passer par le témoignage parce que j'aurais pu faire un texte comme ça beaucoup plus euh, assu- euh, assumé comme un témoignage de mère confrontée à la maladie de son adolescent, etc. Et je voulais vraiment passer par la fiction pour montrer ce qui fait du bien, comment, justement, comment on peut trouver en soi la force d'affronter l'épreuve. Et il m'a fallu passer par ce texte, ce premier texte, pour arriver à écrire le second que j'avais commencé avant, que j'avais commencé en fait il y a très très longtemps, presque à l'époque où mon père est mort, hein, où, quand je l'ai perdu, j'ai écrit la scène qui figure à la fin, tout de suite, très vite. Mais D'accord. bon, bah, je ne savais pas écrire encore, quoi. Elle était faible, elle avait aucune vertu autre que celle de poser des émotions, mais c'était déjà une nécessité que j'avais apparemment de transformer cette journée qui était une journée, celle du 3 juillet, extrêmement éprouvante pour moi, à tel point que voilà, je voulais l'écrire. Et puis, j'ai commencé à essayer de trouver des moyens de le faire et puis j'y suis pas arrivée. Et puis émotionnellement, j'y suis pas arrivée non plus en fait. Donc j'avais ni les moyens techniques, enfin techniques entre guillemets, c'est-à-dire ni la confiance en moi suffisante pour me dire ok, tu arriveras peut-être un jour à finir un texte parce que j'en avais jamais fini avant Le matin est un tigre. Et puis voilà. Voilà. C'était ça la question. Oui, oui, c'était ça la question, c'est parfait, je suis très heureux. Et en fait, enfin, on assiste vraiment dès le début.
à une reconstitution de souvenirs, à une invocation, et ça passe par une visite assez traumatique de l'une de tes amies d'enfance ou de jeunesse qui s'appelle Justine. Tous Et les qui, elle, prénoms sont, à part celui de mon père et le mien, sont pas les vrais prénoms, en fait. d'accord, c'est bien, c'est important de le citer. Mm. Et, euh, et donc, elle a une réaction, disons, pour être gentille, maladroite, quand elle C'est te ça, parle de pour être ton père, gentil. Mhm. et en le traitant de vieil homo qui a été parmi les premiers à mourir du DAS, sans oser Mhm. prononcer le mot de sida. Et Mhm. je crois que c'est ça qui sert de déclencheur au récit, c'est-à-dire de mettre les mots justes sur cette histoire qu'elle a abîmée finalement avec cette sortie, volontairement ou non. Mais Ouais, tout à fait, tu le résumes magnifiquement. Cette visite, j'ai peu à faire en fait à l'homophobie ou à la violence, en fait, très peu. Euh, mais sans être homophobe, en fait, c'était une violence, euh, comme tu dis, qui était, je ne sais pas dans quelle mesure elle était assurément malveillante, mais elle a été comme une bombe pour moi. Et je me suis reconnectée à ce moment qui m'a jamais vraiment quittée pour me souvenir du sentiment de rage et de peine de voir mon père réduit à des qualificatifs insultants et dégradants pour remonter fièrement, comme on porte un drapeau, le cours de sa vie et le brandir comme une fierté, la fierté gay et la fierté d'homme libre qui m'a enseigné. Voilà, donc c'est vrai que c'est parti de ce moment où j'ai fermé la porte sur ma meilleure amie, ma vraie très très grande amie. Euh, voilà, avec ce qui m'a finalement légué quelque chose, c'est cette nécessité d'écrire. oui, finalement, la nécessité d'écrire vient souvent d'un mal qu'on nous a fait finalement. Ou d'un, oui, alors ça peut être d'un trop peu de mots ou de mots pas justes. Et là, c'était un peu les deux. C'est-à-dire que euh, il y avait beaucoup de silence, comme je le disais tout à l'heure, dans comme je le disais, comment t'appelles-tu déjà, pardon? À Karine. À Karine. Je le disais à Karine tout à l'heure, c'était une histoire tissée de silence et il y avait une nécessité aussi de mettre des mots. Et il y avait aussi des mots qui étaient beaucoup trop forts et mal adaptés, sur lesquels j'avais envie de remettre des mots un peu nobles, voire poétiques. Et aussi, Voilà, donc effectivement, tu as raison. Ouais, tu as pardon, raison. On part de quelque chose d'assez vital quoi, pour écrire une histoire comme ça. on part d'un épisode assez traumatique finalement, pour réveiller les souvenirs finalement. Oui. Et puis le traumatisme, il est aussi au niveau de la société sur cette maladie qui a été très, très tue. Et je pense on en a parlé relativement récemment avec, par exemple, 120 battements par minute, qui m'a semblé arriver très tard hein, dans le paysage français. Je pense il y a eu beaucoup de mal à digérer cette histoire-là, en fait, à se retourner sur elle, sur cette épidémie, sur cette monstrueuse épidémie, quoi. Voilà, donc il y avait deux silences qui se superposaient sur lesquels j'avais envie de remettre des mots. Le silence de ta famille et le silence de l'épidémie, qui sont finalement les deux pans de ton livre. Ouais, et le silence de cette catégorie en fait d'hommes, les homosexuels, puis les malades du sida. Voilà, en fait, il y avait du silence dans toute la vie de mon père, enfin, avec voilà, une identité qui a eu du mal à se dire à lui-même, puis à se dire, puis
enfin, quand elle s'est dite, un nouveau silence, celle de la maladie, de la peur de l'opprobre, voilà. Enfin, donc il y avait beaucoup, il y avait une succession comme ça d'histoires de silence, quoi. Et moi, j'étais petite fille avec des yeux écarquillés, puis adolescente et avec quelque chose de farouche, et puis une vie très intense à mener pour moi-même. Et puis aujourd'hui, la possibilité de dire, donc voilà. C'est ça que j'ai trouvé très très beau, c'est que en fait, euh, on pourrait dire que tu reconstitues ton père en fouillant dans une boîte de films de Super 8 et en voyant des vieux films, en voyant des vieilles photos. Et c'est vraiment la manière dont la mémoire fonctionne pour de vrai, c'est-à-dire qu'on a tous très mauvaise mémoire de notre passé. Ouais, Il nous faut des traces, il nous faut des points de repère comme ça. ouais, Et je trouve que en ça, tu as une approche assez proustienne finalement, puisque tu te concentres autour de détails, autour de parfums, autour de oui, l'effet que faisait la peau, l'effet que faisaient les instants passés ensemble, c'est des flashs. Et c'est tout ce oui, qu'on ne raconte pas quand on raconte une histoire finalement. C'est tout ce qui faisait l'existence et la présence de quelqu'un en fait. Tu recherches la présence de ton père. oui. C'est ça, Nicolas, exactement. Euh, c'est, oui, c'est comme ça que fonctionne le mieux, finalement, la mémoire. C'est par on soulève un petit coin, un petit coin de l'image pour en dégager quelque chose de vivant, quoi. Parce que les images sont fixes et elles parlent leur langage, mais il y a tous les autres sens qu'il faut activer, réactiver. Donc, c'est vrai que je fonctionne beaucoup comme ça, quoi, par les odeurs, beaucoup, beaucoup par les odeurs. Euh, Oui, le ouais, parfum est très important. Le parfum qui s'attarde sur les vêtements, le parfum qui s'attarde sur dans un appartement, dans une chambre, le parfum ouais, des gens quand ils ont fait ouais, l'amour, enfin des choses comme ouais. ça qu'on Ah ouais, voit rarement dans c'est une les histoire livres. des odeurs du corps, quoi. C'est une histoire des corps, quoi. En fait, les corps sont très importants. C'est des corps. Moi, je parle du corps de mon père qui change, en fait. Tu Mm. vois, qui subit des métamorphoses, en fait, que je décris comme un bonhomme de cire, tout empêtré de, si tu veux, d'injonctions sociales et finalement peut-être aussi de honte de lui-même. Et puis qui font à mesure que son désir se vivifie et qui se délie et qui se métamorphose, et puis à la fin, qui est un corps martyrisé par la maladie et puis qui se dégrade et voilà. Mais tout ça pour l'appréhender, effectivement, je ne pense pas que des tableaux généraux soient des images fixes, des photos donc soient suffisantes en fait. C'est vraiment la matière vivante qu'il faut arriver à extraire. Pardon, je sens que je le dis pas bien, mais Non, c'est non, comme ça. c'est Ouais. exactement ça. Et c'est vraiment des instants qu'on n'a pas l'habitude de voir raconter. En fait, c'est des fulgurances à chaque fois. Ben, c'est ça la poésie, Ouais. c'est-à-dire c'est vraiment l'essence. En fait, c'est vraiment centré pour donner à voir, et Sabine connaît bien ça puisqu'elle est amatrice de poésie aussi, c'est vraiment à partir du tout petit, en fait, arriver à concentrer, ça j'ai déjà un penchant naturel, moi, comme auteur, enfin, à ça. Et même quand je faisais autre chose qu'écrire, par exemple, j'ai beaucoup fait de l'aquarelle, mais finalement, c'est vraiment tellement la même chose, quoi. Tu sais, quand je me baladais dans des paysages, j'essayais d'isoler un morceau de paysage. J'avais l'œil rectangulaire. Je me disais, tiens, voilà, alors ça, ce bout-là, parce que je ne peux pas tout embrasser, quoi. Je veux dire, c'est trop. Mais un bout, oui. Et je prends tellement vert, terre de ciel brûlée, tati tata, etc., pour emprisonner un morceau de vivant et pouvoir le restituer par la couleur. Mais l'écriture le fait tout aussi, voire mieux. Et, et voilà, c'est l'humeur, quoi. J'imagine que si je savais faire de la musique,
Je pense que c'est proche de la musique parce que c'est... Et puis, ce qu'il y a de très touchant et de très honnête, parce que c'est mon cas aussi, c'est que tu racontes ton enfance comme quelqu'un qui ne s'en souvient pas bien, autrement que par Oui, ces flashs-là. En fait, ouais, ces sensations-là, enfin, tout ce qu'on ne comprend pas quand on est gamin et qu'on voit pourtant, dont on est témoin. ouais. Mais c'est tellement une souffrance, ça, Nicolas. En fait, je me dis, c'est tellement une souffrance quand je vois des enfants, en fait, même quand je vois les miens, en fait. Du coup, j'ai beaucoup de... C'est très difficile à expliquer, mais de peine pour tout ce qu'ils vivent que je connais pas, en fait, que je sais pas. Euh, Peut-être la façon dont ils me perçoivent, je me vois comme quelqu'un de cool, en fait. Peut-être qu'ils ont plein de secrets, plein de trucs qu'ils savent. Je veux dire, par quoi ils sont agités, qu'est-ce qu'ils retiennent de leur... c'est un truc qui a une solitude énorme, en fait, de l'enfant, quoi. Ouais. Et, et j'avais dit, quand tu me parlais là, je me disais aussi légitimité au départ de ce roman, pourtant c'est mon histoire, mais de me dire beaucoup de souvenirs de mon finalement, pas de ça. Est-ce que je vais pouvoir écrire, est-ce que je vais pouvoir, avec le peu de souvenirs, arriver à dérouler quelque chose? Et en fait, j'ai des souvenirs de sensations très exactes en même temps. Et c'est par là que je pense que justement on peut toucher quelqu'un d'autre. Euh, Comme toi, tu m'as touché avec l'Albatros, avec des sentiments très intimes qui me sont complètement familiers, dans lesquels je me suis complètement reconnue. Mm. C'est moins, si tu veux, des scènes de souvenirs que ta perception exacte, en tout cas, de la rechercher, l'écrire le plus justement possible, qui fait qu'on se reconnaît. Oui, c'est ça, parce qu'on pourrait croire que l'intimité exclut le lecteur alors qu'elle l'inclut, puisque elle invite dans des sensations. Ah bah elle est partie, maman. Non, je mettais un peu plus de lumière. Ça y est, je me cache, j'en ai marre. Excuse-moi. Et non, mais t'es où, moi? C'est Euh, susceptible. oui, parce que ce qu'il y a de très intéressant, c'est qu'en parallèle de l'histoire de ton père que tu essaies de reconstituer, on te voit adolescente, on te voit gamine, et on voit bah, l'égoïsme de l'adolescence, c'est-à-dire les amours qui prennent le dessus sur l'essentiel, et les priorités qui s'inversent. Les priorités d'un adolescent, c'est pas ses parents, c'est pas son père, même s'il est malade, et s'il est d'une identité sexuelle différente, s'il vit avec un homme et tout. Non, toi, ce qui comptait pour toi, et l'autre voie de ce roman, c'est celle-là, c'est toi qui voulais vivre ta vie de jeune femme, quoi. Ouais, c'est ça. Ben, effectivement, c'est alors l'essentiel. Moi, l'essentiel, c'est qu'est-ce que c'est. Bien sûr que je me dis, pour elle, l'essentiel, c'est qu'il avait un nom, il avait des cheveux, il avait On des yeux, s'entend vraiment mal. il était. Alors, je vais Tu demander m'entends pas? je vais demander aux participants de couper leur webcam peut-être pour récupérer un peu de bande passante Ah, parce que c'était... Voilà, on va voir si ça passe mieux. je dis en fait l'essentiel pour moi, c'était. Tu m'entends mieux, Nicolas? Oui, oui, je t'entends mieux, vas-y. Ok. Il avait donc un prénom, un corps, des cheveux. J'avais rendez-vous avec lui et c'était ça l'essentiel pour moi, quoi. C'est bien évidemment pas. C'est encore des histoires de corps, tout ça. Le corps de mon père mourant. Non, moi c'était mon corps très vivant et celui de mon amoureux et que fille qu'il aimait. Et je suis parfois sidérée par ce Louise. Louise ne nous écoute pas. Elle a autre chose à faire. Je suis parfois sidérée par ça et je me souviens de ce que c'est d'avoir 22 ans, tu vois, et où effectivement, tu n'as aucune conscience de ta mortalité ou très peu, ou je sais pas, en tout cas, c'était mon.
tu as plutôt conscience voilà, de ton corps, de ton sang bouillonnant. Et ça, effectivement, je voulais rendre justice à ça, c'est-à-dire j'ai fait ce que j'ai pu. Voilà. Et je crois que mon père me le disait, en tout cas, j'ai pu quand même beaucoup, mais pas du tout assez. J'étais défaillante parce que j'étais incapable d'être dans la même temporalité, de partager cette compassion, en fait, d'éprouver cette vraie compassion, tu vois. Voilà. Je pense que enfin, à 20 ans, c'est pas l'âge de la compassion, c'est l'âge vraiment des aspirations et des aventures, quoi. Et c'est ce qu'on Ouais, ressent dans ton roman, quoi. ouais. Euh, Bien sûr, non, non, voilà, mais je voulais aussi dire que de toute façon, c'est de toute façon toujours des histoires de quand on se rate, quoi, je veux dire, enfin, quand quelqu'un me veut, toujours, 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 quoi. Fait, de ce qu'on a dit ou pas dit, euh, et c'est encore plus quand effectivement, on a le sentiment d'avoir manqué des occasions, comme la se raconte, un, de regret, de remords et de regrets. Voilà. Mais je voudrais aussi, si des endeuillés lisaient ce roman et y trouvaient quelque chose, en fait, c'est pas grave. C'est-à-dire, je crois que la relation s'interrompt temporairement en fait avec la personne qu'on aimait, mais pas pour toujours non plus. C'est-à-dire, je viens une autre discussion, mais il me semble que y a des manières de faire et de se souvenir et d'avoir étardement en fait. Et je pense que ouais, tout ça n'est pas vite. Voilà. Et puis je pense qu'on fait ce qu'on peut à l'âge. On fait vraiment ce qu'on peut et vraiment, on sent que la relation n'est pas interrompue puisque tout le livre est une sorte de dialogue avec ton père qui Oui, continue finalement, puisque tu te mets dans la peau de ton père quand tu ne l'as pas connu, tu te mets dans l'enfance de ton père, dans les j'essaie préjugés dans lesquels de... il a grandi. Et c'est ça qui est très frappant, puisque tu accèdes à des secrets auxquels on accède rarement quand il s'agit de nos parents. Par la littérature, tu vas rentrer dans son intimité et dans son évolution, c'est-à-dire dans ce corps qui est d'abord empêché et qui est pétri qui veut faire tout bien, qui veut être un bon fils, satisfaire sa mère, épouser une belle femme et il aura une belle petite fille, enfin, etc. Jusqu'à s'apercevoir que c'est pas tout à fait lui, quoi. Et une fille qui raconte cette évolution-là de son père, je trouve ça assez exceptionnel, en fait. Et écoute, je pense aussi, c'est-à-dire, je ne sais pas si tu as lu Ferry, par exemple, d'Alicia Abbott, Non. qui a un récit magnifique et sur aussi une histoire contemporaine de la mienne qui se passe à San Francisco, d'une fille dont le père est mort du sida à quelques jours de la mort de mon père. Et c'est une entreprise qui a été faite, par exemple, j'ai une forme d'autorisation quand j'ai lu une autorisation personnelle quand j'ai lu le roman de, je crois, Gabrielle Maris, la fille de Bernard Maris, Oui. qui rend hommage à son père, l'assassinat de Bernard Maris, et qui est dialogue aussi, je crois, la deuxième personne, l'instauration d'une relation. Et, là, j'ai essayé de cheminer, si tu veux, de cheminer à travers sa vie et de le comprendre. Effectivement, je me suis jamais, rarement sentie aussi proche de lui qu'à ce moment-là, qu'au moment presque où j'écris. Même si, évidemment, le corps me manque, en fait.
sa peau, tout ce que j'essaye de ressusciter, si tu veux, quoi. Son odeur, le pétillement de ses yeux, des choses extrêmement concrètes, celles qu'on regrette, si tu veux, à la mort de quelqu'un, quoi. Tu vois, la matérialité de ce corps, quoi. Mais c'est comme un chagrin d'amour. D'ailleurs, j'écris sur un chagrin d'amour, maintenant, et c'est le même genre de perte, en fait. Et puis, c'est une perte du vivant de la personne, ce qui peut parfois être paradoxalement plus douloureux. Mais voilà, ce qui nous manque, c'est très concrètement un corps, quoi. Malgré tout, beaucoup de choses continuent à exister. Et puis, il y a un héritage de ça, quoi. Voilà. Oui, et je pense vraiment que c'est l'histoire d'une liberté et d'un éveil à sa vie, c'est-à-dire sortir du conformisme où il a été élevé, où il voulait lui-même vivre pour devenir lui-même et pour s'assumer lui-même avec Oui, tout l'égoïsme que ça comporte aussi, parce que toute oui, la bien violence que sûr. ça comporte. Ouais. Et ça, J'essaye tu de ne ne pas le la dis nier. pas du tout, non. Ouais, ouais, c'est très juste ce que tu dis. C'est... Et je pense que tu as repéré ce double discours, enfin, pas ce double discours, mais quand même, C'est bon, on te perd complètement au niveau du son, je suis désolé. Attends, je vais essayer de couper ma webcam pendant que tu parles, en fait, pour essayer de récupérer de la bande passante. Parce que là, on n'entend plus. ah, Ah, ça y est, je te depuis, rentends. Vas-y, on va réessayer. Donc, je disais ouais. donc, oui, l'égoïsme d'être libre, quoi. Donc. Oui, et je disais, l'égoïsme, je suis contente que tu l'entends. Tu m'entends? On entend mal. Non? Attends, Ah je vais essayer mince, comme ça. Pour je voir si ça chausse passe. mes lunettes. T'as une télé qui marche chez toi ou un truc comme ça? Une télé? Ouais. Ouais. Ou un truc connecté? euh, mais je ne sais pas du tout me connecter à une télé, par contre. Non, J'ai non, un autre je veux dire ordi. une télé qui est connectée au réseau, c'est ce que je voulais dire. Ah, est-ce qu'il faut que je demande aux gens qui regardent éventuellement la télé? Bah, je me C'est demande ça? parce que là, c'est compliqué au niveau du son, quoi. Donc, s'il y a quelqu'un qui occupe la ligne, D'accord. Alors, bah, là, tu me dis, je vais. ok. Attends. Excusez-moi, je vis un grand moment de solitude. Voilà. Ça va, vous, sinon? On est là, Nico. Ouais, j'en peux plus, moi. Il faut passer comme gueule. Oui, oui, toi, je t'entends bien. Tu vas faire Oui, non, Constance mais ça me... Joly, écoute. Ah bah écoute, si je fais Constance, j'aurais du mal à tenir. Hein. J'aurais jamais le niveau. Ouais. Donc voilà, tu vas être trahi par mes enfants. Désolée. Ils étaient en D'accord. train de jouer à la play. Mais ça change rien. On va voir si ça Ça ne arrange. change rien. Mais écoute, je me serais fait détester par tes enfants, au moins, ça sera un début. Écoute, on va Non, je essayer comme ça, on plaisante. verra bien. Bon, bah désolée, je ne sais pas où est-ce que vous en étiez arrêté. On en était arrêté à justement au courage d'être soi-même et à l'égoïsme et à la violence que ça induit, notamment par rapport. Donc vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit Non, je n'ai après. pas entendu. Pas du tout. D'accord. Je disais que je suis contente que tu aies relevé cette violence parce que effectivement, ça a été comme une bombe avec une déflagration très importante, en particulier pour ma mère, qui a subi le choc extrême de cette prise de liberté, hein, qui était très peu conventionnelle en plus à l'époque, sur laquelle on ne mettait pas de mots justement. Ou alors des mots très sales. Donc,
ça a été, voilà, une vraie dichotomie dans ma vie. C'est-à-dire que j'avais un parent qui s'est relevé et un parent qui s'est écroulé avec des leçons à tirer de tout ça, enfin, si je pouvais, puisque j'avais même pas la compréhension, les clés de compréhension de ça, euh, euh, de se dire, au bout du compte, il y a eu le courage d'être soi-même, et ça, c'est quelque part comme une leçon, et en même temps, euh, la leçon que m'a donnée ma mère d'humanité par-dessus, c'est-à-dire de ne pas détester, de ne pas en vouloir à celui qui avait pourtant brisé sa vie. Donc j'ai eu des belles leçons de la part de mes deux parents finalement. Oui, et en creux, on ressent ce que ta mère a pu traverser aussi. Oui, alors voilà, c'est ma mère, dans la mesure où elle vit toujours, je l'ai mise un peu dans le fond du cadre pour pas qu'elle soit trop c'est difficile de faire parler. Je l'observe un peu plus de loin, mais c'était aussi parce que dans notre trio, elle était marginale. Enfin, je voulais vraiment raconter voilà, la relation que j'avais avec mon père, mais elle a contribué à son équilibre aussi en regardant toujours mon père avec beaucoup d'amour, quoi. Encore aujourd'hui, quoi. Euh, Mais cet je trouve amour-là, ça... on ressent vraiment en tant que ouais. lecteur, en fait. On ressent, on aime cet homme Oui, pour son honnêteté, pour son sourire, surtout. Moi, c'est vraiment son sourire qui m'a frappé. Alors que je ne le connais pas, son sourire, enfin, en dehors de celui qu'il a sur la couverture. Mais c'est un être lumineux et joyeux et, c'est ça. et épanoui, en fait. Oui, mais c'est ça. Mon père, c'était ça. C'était ça pour les amis que j'ai rencontrés pour écrire ce livre, hein. C'est malgré effectivement une vie compliquée, empêchée pendant de nombreuses années. Il a vécu finalement plus de la moitié de sa vie en n'étant pas lui-même, quoi. C'est quand même quelqu'un dont les gens se souviennent grâce à son humour et à sa joie, en fait, son enthousiasme, etc. Et c'était très marquant chez lui. L'inverse de quelqu'un de sombre, hein, donc quelqu'un effectivement de lumineux. Ouais, tout à Oui, fait. c'est pour ça qu'on pourrait craindre dans cette histoire, puisque bah, elle est terrible. Enfin, on commence à oublier ce qu'a été le sida dans les années 80-90. Tant mieux. C'était vraiment une hécatombe horrible. Je me souviens d'une amie qui m'avait raconté cette anecdote. Elle a une cinquantaine d'années. Et elle me dit qu'à 20 ans, elle sortait beaucoup à Paris et que tous ses amis, semaine après semaine, mouraient. Et c'est d'une violence on n'a même pas consigné dans les livres d'histoire, quoi. C'est vraiment, ça commence à sortir maintenant avec une série anglaise qui s'appelle It's a Sin, qui est magnifique. Alors, ça fait 3 fois qu'on me parle de cette série, donc il faut absolument que je la voie, quoi. Tout le monde l'a vue ici. Je suis la seule. Non. Non, ben, je suis le seul geek en fait, mais c'est pas grave. Mais je trouve que c'est ces gens qui sont pleins de vie et pleins de désirs et pleins de liberté, quoi. Et l'injustice totale que ça a été, on la ressent dans ton livre à un niveau intime. Et c'est en cela que ton intimité rejoint la généralité de la tragédie qu'a été le sida à ce moment-là, quoi. Ouais. Ben, effectivement, comme je le dis dans le livre, c'est une ligne après l'autre, hein. C'est des hommes qui meurent et qui meurent et qui ne cessent pas de mourir, et c'est très violent. Et en plus, il y a ce regard de la société qui semble dire que bon, ils l'ont mérité d'une certaine manière, quoi, à force de vivre trop fort, hein, et de vivre trop mal, de vivre pas comme, enfin, je veux dire, c'est quand même contre nature. Bah voilà, la nature se venge d'une certaine manière et les reprend, et c'est cette double peine. Euh, et puis la,
Non, non, vraiment, c'est une époque violente. Même la violence de leur fête, en fait, la violence de les années avant le sida, hein, où le sida essaime en secret, la violence de cette communauté qui vit très fort, justement, sa joie, sa fierté, et puis la violence de la claque qui s'ensuit. C'est vrai qu'on l'a oublié, et tant mieux qu'on l'ait oublié, puisque très, très peu de temps après, les thérapies sont arrivées, et puis maintenant, on vit avec le sida. On n'en vit pas bien du tout, mais on en vit. Et il fallait quand même se souvenir, effectivement, de ces quelques années, environ 10 ans, d'épidémie, avec à la fois la haine, le silence, euh, et puis la mort omniprésente, les corps martyrisés, souffrants. Voilà. Ça, c'est vrai Parce que qu'on je... voit tout ça dans le livre aussi, on voit les stigmates de la maladie, on voit les symptômes, on voit Mhm. tout ce que ça diminue, on voit la maigreur, on voit tout ça. Ouais, ouais, Mais ouais. à côté de ça, on voit aussi une jeune fille qui veut vivre, c'est toi, et qui ne... Et d'une certaine manière, son père ne lui impose pas la dureté de sa maladie, ou elle ne le réalise pas en tout cas. Et je trouve que c'est la vie qui gagne à chaque fois. Et c'est la vie qui est plus forte que ce terrible mal qui d'un seul coup, bah, exacerbe même les amours de cet homme, les hommes qui ont traversé sa vie. Bah, ça fait tout ça un opéra, je trouve. Ça fait, pardon? De tout ça, un opéra, ça a une ampleur, je veux dire, Alors, ça n'aurait pas été pour déplaire à mon père que tu parles comme ça. Euh, mais la vie est la un opéra. tragédie du De coup, toute façon, tout lui le donne monde est un d'accord. relief qu'il aurait peut-être pas eu autrement aussi. Certainement, mais c'est vrai que euh, sur la vie qui gagne toujours, on peut que s'en féliciter, quoi. Je veux dire, et puis c'est vraiment, euh, c'est vraiment pas en étant mortifère et en cultivant la douleur, le sentiment de qu'on voilà qu'on progresse ou qu'on s'en sort dans la vie, ou je veux dire, c'est une épidémie terrible. D'ailleurs, on vit des temps terribles d'épidémie aussi, mais effectivement, c'est la façon dont on va se euh, trouver des moyens de célébrer en fait un peu la vie, qu'on va s'en sortir. Non, mais je dis des platitudes là, mais Mais oui, mais enfin, je dis, dans ce il y a cette contexte-là, c'est loin injustice. d'être des platitudes, justement. C'est d'un seul coup, un resto ensemble prend une importance incroyable. Je veux dire, chaque geste devient important et chaque Mm, parole devient importante, chaque parole devient signifiante. Moi, je trouve que ce qui m'a bouleversé dans ton livre, c'est cette enfance préservée dans chacun de tes mots. mm. C'est-à-dire que même avec les années, même avec le recul et même avec la femme que tu es devenue, on ressent la présence de ces moments-là. On ressent Mm. que dès que tu les écris, ils sont là. Et dès que tu les écris, ils sont, ils ont quelque chose d'irrésistible, même dans leur simplicité, même si vous allez, je ne sais pas, au Jardin du Luxembourg ensemble, ça devient signifiant. Et Oui. ça devient... Et c'est la rareté, en fait, finalement, la rareté des moments, c'est comme, donc je faisais le parallèle avec une histoire d'amour. Après tout, c'est peut-être, quand ça se passe bien, notre première histoire d'amour, le père. Euh, et la rareté, pour moi, en fait, de ce père, qui est devenu rare à partir de l'âge de 6 ans pour moi, 7 ans. Et qui est rare puisqu'il est parti à l'âge que j'ai aujourd'hui, hein. Du coup, la rareté de ça fait qu'on collecte des moments comme autant de petits trésors qu'on met dans une forme de boîte et qu'on ressort avec l'envie de les ausculter et de les regarder
avec tout le miroitement de leurs détails, tout ce qu'ils font ressurgir d'émotions, etc. Donc, effectivement, la rareté et la douleur, finalement, font justement qu'on concentre la vie encore plus pour la... C'est de l'essence de vie, quoi, voilà. Et sans vouloir... euh, je veux dire... j'arrive pas à dire... Bon, sans vouloir me la péter, je sais même plus comment on dit quand... Oui, c'est bien, sans vouloir Sans taper. vouloir me la péter. Non, non, c'est comme ça aussi qu'avec peut-être une somme d'épreuves que j'ai traversées, mais pas plus ni moins forcément que les autres, mais en tout cas, c'est comme ça que je vis mes journées. C'est-à-dire qu'en fait, là, je pourrais te dire qu'aujourd'hui, il y a deux, trois trucs qui sont dans ma besace. Il y a des choses qui font que la vie s'éclaire un peu plus, quoi, et que je veux garder absolument présent. Et ça peut être très insignifiant. Voilà. Donc, il y a une façon aussi de traverser la vie en étant très attentif à, à, à l'éclat particulier qu'elle a, qu'elle concentre dans le visage, dans une réponse, dans un sourire qu'on va te donner, dans un signe que tu vas voir. C'était très présent dans Le Matin est un tigre. C'est un peu comme ça que j'ai fait évoluer mon héroïne. Mais c'est parce que c'est moi, en fait, évidemment. Et c'est... euh, je crois que je ne connais pas tout le monde ici, mais je crois que Sabine a cette faculté-là aussi de collecter des petits Les cailloux, des mots. images. Voilà. Et toi aussi, Nicolas. Oui, on essaye. Mais, Mm. mais je pense que c'est quelque part, c'est ça, écrire. Ah oui? Ah, moi, c'est que ça, écrire, moi. Bah oui. Ouais, ouais. Bah, moi, je ne sais pas comment écrire autre chose. Moi, pourtant, je te dis, moi, j'adore Alexandre Dumas. C'est le seul auteur qui m'ait fait pleurer des larmes chaudes, des larmes, des vraies larmes de crocodile, tu vois. Bon, c'est l'inverse de moi, quoi. Si je pouvais oser essayer de me comparer, je veux dire, le souffle et la construction, etc., ça, je ne sais pas faire du tout, quoi. Voilà, peut-être que... Mais donc moi, je sais écrire ça, en fait. Et c'est ce que j'aime lire aussi de façon privilégiée, c'est-à-dire que j'ai des auteurs un peu cultes hein, vers lesquels je reviens beaucoup, beaucoup. Et l'un d'eux est particulièrement culte chez les cultes, c'est Giono. Donc par son évocation de la nature, en fait, la nature me manque tout le temps, hein, puisqu'on est des rats des villes, même si je suis à Fontenay-sous-Bois où il y a un tout petit peu de campagne, mais enfin... euh, et moi, en fait, la magnificence de sa plume, c'est-à-dire vraiment la façon dont il sait évoquer un nuage avec, sans que ce soit recherché, mais sans que ce soit jamais commun, il sait créer vraiment la sensation. Ça c'est pour moi ce que je recherche en écriture. C'est la façon dont un autre perçoit. Et donc, c'est ce que j'aime écrire. Oui, c'est une écriture de sensualité, en fait, de sensation, Voilà. de Ouais, parfum, comme tu disais tout à l'heure. ouais. Exactement. Alors, moi, je suis abonnée à la revue Nez, qui est la meilleure revue du monde sur les odeurs. Et rien ne me transporte plus que l'évocation d'un parfum. Les critiques de parfum, tu vois. Tu vois, comme tu lis dans Rock et Folk des critiques de disques, ben, t'as des mecs qui font des critiques de parfum. Et alors ça, c'est-à-dire mon kiff infernal. J'adore. C'est de la poésie pure, tu vois. C'est vrai, quand on décrit un parfum, comme on décrit, je sais pas, même, enfin, c'est ce que je me suis dit souvent dans ton livre, comment on décrit la présence de quelqu'un, l'effet que fait Mais quelqu'un. oui, mais c'est ça, c'est tout ça, c'est toute une émanation. C'est bien, on parle bien d'émanation pour un parfum, c'est l'émanation d'une personne. En fait, voilà, si on veut restituer l'essence de Sophie ou l'essence de Nicolas, je pense que on s'approche de la description d'un parfum. J'en ferai un. Je Oui, vais faire vos critiques. ça ferait un chouette parfum. Et Ouais. encore, encore une fois, tu disais tout à l'heure que
que tu ne structurais pas, tu ne savais pas structurer un roman, tu ne savais pas, enfin, c'était pas ton truc, quoi. Alors, normalement, je sais parce que je suis coach, c'est-à-dire je sais pour les autres. Oui, pour les autres, moi aussi, je Voilà. sais Ça, bien je pour sais les très autres, mais bien. pour moi, Sur le c'est papier, je catastrophe. sais. Mais je Ouais, crois que ça ne m'intéresse pas pour moi et que j'en suis pas capable d'ailleurs, oui. Mais du coup, bizarrement. alors comment tu écris? Tu écris par fragments ou par bribes que tu réunis Ouais. en... Non, alors pas du tout. Alors, non, je sais comment j'écris, je peux te dire. J'en tire aucune espèce de leçon, mais j'écris pour l'instant, hein, d'un point A jusqu'à Z. J'écris jamais des scènes, j'écris du début jusqu'à la fin comme une bonne élève qui fait sa rédaction. D'ailleurs, en fait, mes rédactions, je les faisais comme ça aussi. Je sais pas bien réfléchir en- voilà, donc c'est du début à la fin. Je tire un fil. Alors, il Tu sais peut où tu vas ou m'arriver. pas? Comment? Tu sais où tu vas ou pas pendant que tu tires ce fil, ou tu le fais Non. au fil de l'eau? Bien souvent, non, je ne sais pas, non. Alors, pour mon père, je sais bien sûr que je sais ce que je raconte et je sais que il meurt, évidemment, quoi. Je sais, y a- y a- mais je ne sais pas vers où je vais, où une scène m'amène. Et puis, alors, pour Le Matin est un tigre, j'ai fait épouser à mon héroïne cette errance-là, quoi. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas où je vais, mais elle non plus, en fait, quoi. Donc, on se laisse, on essaye on galère, quoi. On essaye de trouver notre chemin. Mais non, je ne sais pas bien, non. Non, Et en fait, tu je te sais laisses pas bien. porter par ton écriture comme on se laisserait porter par un morceau de musique. J'en profite, en fait, Nicolas, tu sais, parce qu'en fait, du coup, j'écris pas beaucoup, parce que en termes de temps, j'ai pas beaucoup le temps. Et j'écris, et c'est pas du tout pour faire un folklore, mais j'écris quand il y a du foot, donc je me réjouis beaucoup du mondial qui arrive. Euh, J'écris vachement quand il y a du foot parce que c'est des soirées que j'ai à moi et du coup j'en profite à mort. Tu vois, c'est comme si je me faisais une petite cérémonie ou un petit plateau. Voilà, donc j'ai écrit ma petite scène, je suis très contente, quoi. Voilà, donc en fait c'est comme ça. Je ne sais pas comment j'écris, je sais l'état dans lequel j'écris, qui est une petite célébration, une petite jouissance. Et j'écris en suivant ce petit fil. Pour Et l'instant, c'est comme ça que j'écris. quand tu as écrit l'histoire de ton père ou quand tu as évoqué des scènes dans la peau de ton père ou dans son désir ou dans... C'était toujours le plaisir d'écrire qui prévalait ou c'était douloureux ou c'était compliqué? Non, la douleur, je l'ai vraiment eue avant, à tel point qu'elle m'a paralysée pendant 30 ans. Voilà, donc j'ai souffert 30 ans avant d'écrire en me disant pourquoi déjà j'avais peur d'écrire. Tu sais que j'ai mes premières lignes à 49 ans, donc c'est quand même très tard. Donc je me disais qu'en fait, pour être écrivain, j'adorais les écrivains, donc je suis devenue éditrice, plutôt faire écrire les autres. Et je me disais, en fait, je ne vois pas comment faire l'écrivain pour vivre avec une idée fixe. Je pensais que ça allait me rendre folle, moi, l'écriture. Je me disais, c'est pas pour moi, je suis trop obsessionnelle. Je veux dire que quand j'écoute une chanson, je l'écoute pas une fois, je l'écoute 126 fois. Et je me disais, un roman, ça va me faire du mal. Ça va me faire du mal, je vais pas y arriver. En fait, je vais pas avoir la force morale d'écrire un roman, quoi. Donc ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps. Ensuite, pour écrire l'histoire de mon père, je me suis dit, tu vas pas t'infliger ça déjà. Déjà, tu as souffert. En fait, tu vas pas revenir dessus en plus, quoi. Et une fois que tout ça a été surmonté, après, c'était vraiment que du plaisir de revenir dessus, sur les scènes, sur la restitution. Il y a eu une scène qui m'a demandé, qui m'a effectivement un peu émue à écrire. Voilà. J'ai eu cette émotion pendant une scène, vraiment. Mais sinon, c'était plutôt, non, c'était plutôt la joie de cheminer vers lui, en fait. Et puis voilà. Non. Oui, parce que en fait, ce livre, c'est vraiment ça, c'est des retrouvailles avec lui, au-delà des silences, au-delà de... C'est une entreprise de défi à la mort, en fait. Il est toujours là. Il est toujours là dans tes mots.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Et pour le, il y a cette, il y a ce désir-là. Et puis après, il y a le travail que c'est pour construire ce chemin, quoi, ce défi qui est un chemin. Et ça, c'est pas facile. Et c'est ce travail-là, mais qui se fait que dans le plaisir, en fait. Je peux pas concevoir. D'ailleurs, en fait, je parle de travail, mais je parle jamais de travail quand j'ai écrit, même si c'est un travail. Et tu sais comme moi combien c'est un travail Oui. difficile, voilà, et fou, mais il y a jamais de douleur là-dedans, en fait. Mais il n'y a pas de douleur parce que justement, c'est un roman, c'est un roman non dit, comme on disait tout à l'heure. C'est un roman de silence et qui comble les silences et qui comble les trous que tu peux avoir dans le cœur. Et toutes ces choses que tu as dû décoder toute seule, en fait, parce que tu étais gamine ou tu étais ado, sans explication. Et là, d'un seul coup, le livre t'offre des explications ou une Ah bah, interprétation. le livre m'offre, enfin, le livre offre tout, quoi. Enfin, l'écriture offre cette, ce pouvoir immense, quoi, et magique, effectivement, de pouvoir. C'est difficile de parler parfois, de pouvoir, euh, oui, mettre en mots des choses très qu'on soupçonnait pas avoir déjà en tête, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, en fait, ça me révèle même des pensées, c'est-à-dire que je ne pense pas forcément avant d'écrire. Enfin, c'est compliqué parce que ce que je dis, mais c'est voilà, mais il y a un truc un peu magique, hein, je trouve, moi, voilà. Oui. Euh, La chimie, c'est l'écriture nous articule finalement. Bravo, parfait. Ça me fera une chouette C'est conclusion, en c'est- c'est ça. Non, mais attends, c'est de la putain de formule. fait. Non, mais c'est exactement ça, quoi. Mhm. Bah ouais, parce que enfin, on comprend tout. En fait, c'est ce que je me disais. On Ton comprend un peu mieux, ouais. Mm. Comment? On comprend un peu mieux. Déjà, je comprends ce que j'écris au bout d'un moment. Pour Le Ouais. matin est un tigre, j'ai compris au bout d'un moment ce que j'étais en train de faire. Mais au bout d'un moment assez long, finalement. Euh, je me suis dit, OK, donc tu parles de ta fille, etc. Donc tu parles de tout ça. Mais je n'ai pas bien compris. Deuxièmement, c'est plutôt l'éditeur qui a compris parce que je l'ai montré très très tôt à l'éditrice Alix Penant chez Flammarion, que je connaissais un peu. Donc je vais envoyer 20 pages au début du Matin est un tigre, qui était obscur pour moi, mais que j'aimais bien en même temps. J'aimais bien écrire ça. Et pour elle, c'était limpide. Elle a compris ce que je faisais. Moi je n'avais pas encore pigé, quoi. Alors ça, Euh, c'est un truc dont je veux parler parce que c'est ouais. un truc que je traverse en ce moment pour le texte dont je t'ai fait suivre le début. Mhm. C'est-à-dire que moi, je ne savais pas Le ce que gros, c'était. Qu'est-ce que ça dit? le gros début. Le gros début, oui. Je ne savais pas ce que c'était et j'ai eu besoin d'un regard extérieur pour me dire Ouais. ce que c'était. Et en cela, j'aimerais qu'on parle du rôle du regard d'un éditeur ou du regard de lecteur averti, justement, qui Mhm. nous dévoile aussi ce que nous faisons. Oui. Alors, ce métier d'éditeur que je pratique pourtant et au quotidien ne m'est d'aucune utilité pour mon propre travail d'auteur. Voilà, ça c'est sûr. Je pense être vraiment clairvoyante pour les autres et absolument aveugle et stupide en ce qui me concerne. Mais donc, j'ai besoin d'un regard, de ce regard que je porte sur les textes des autres euh, beaucoup, beaucoup, et très tôt. Et c'est pas une bonne idée. Et tout le monde ne fait pas comme ça. Et je pense que tout le monde a raison. Il n'y a que moi pour envoyer 10 pages. C'est-à-dire, en fait, je trouve que c'est une telle solitude que j'ai archi besoin qu'on me dise bah, vas-y, ma fille, c'est bien, Ah, mais moi, continue. c'est terrible, c'est terrible. Je ne Je peux pas ne continuer cherche seul. que des... voilà. Donc, je ne cherche que des compliments. Donc, Bah, je te fais un clin d'œil, Nicolas, puisque je t'ai envoyé un compliment. d'accord, je t'en ferai demain. Voilà.
Et ce sera spontané. C'est con de l'avoir annoncé, oui. Ouais. Bon, bah écoutez, Non, mais je veux dire, tu vois, j'ai besoin de ce regard. J'ai besoin de, effectivement, j'ai besoin qu'on puisse un peu valider des choses. Je ne suis pas du tout confiante. Je ne peux pas avancer comme ça. Alors qu'en fait, il faudrait être capable d'écrire une première version et de le montrer seulement après. Il y a une espèce de culte du secret chez l'écrivain. On me dit, moi je sais pas, mon mari me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Envoyer ton texte, c'est débile, quoi. Il faut jamais faire ça, quoi. Et bon, ben, même si je le sais, je peux pas m'empêcher de le faire, quoi. J'ai besoin vraiment vital de partager ce que j'écris. oui, bah moi non plus, enfin moi aussi, parce que c'est, bah, encore une fois, le regard des autres porte, en fait, Ben, et, quand même. et permettent de savoir ce qu'on est en train de faire aussi. Et c'est en ça que l'éditeur peut être un révélateur aussi. Oui, moi je vois l'éditeur comme un soutien, hein, vraiment, quand même. Quelqu'un évidemment, qui est capable de poser quelques jalons pour pas. Voilà, mais en aucun cas un maître d'école, enfin voilà, un soutien plutôt, hein. Il faut un éditeur très très bienveillant, hein. Je sais que t'en as une comme ça, moi aussi, mais voilà. Et puis surtout quand on aborde l'intime, enfin, ça met dans une telle vulnérabilité. On offre quelque chose d'extrêmement secret, d'extrêmement précieux. Enfin, ce que tu as livré là, c'est un livre de secret aussi. C'est le secret de ton père, c'est le secret de ta famille, c'est le secret, c'est leur Alors silence. là, je compte, en fait, je compte sur l'intelligence, quoi, de l'éditeur. J'ai peur de mes propres écueils, hein. J'ai peur d'un côté sentimental, hein, que je pourrais avoir, qui est mon penchant un peu peut-être dangereux, en tout cas celui que je crains le plus, quoi. Celle que je crains le plus en moi, c'est la sentimentale. Et j'ai besoin vachement de l'intelligence là, du lecteur, enfin de l'éditeur, pour me dire, par exemple, je me souviens que pour Le Matin est un tigre, mon éditeur m'a dit, bon, bah, ça, ce genre de phrase, c'est interdit. C'est interdit. Voilà. Et bah, c'est très bien. Merci. C'était une phrase qui était bord-mièvre et je suis très contente qu'on m'ait dit non, ça, ça va pas être possible du tout. Ouais, on est les mêmes, je crois. Ouais. Ah bon? Ouais, ouais, Ouais. pareil. Ouais, ouais, non, c'est le trop plein de sucre. Il faut pas, c'est, voilà, Ouais, ouais. faut faire gaffe au sucre, quoi. C'est bon aussi, de temps en temps. Mais c'est bon, mais trop de sucre, c'est pas bon. Ouais, C'est écœurant, quoi. ouais. Bon, bah, sur cette note sucrée, moi, j'ai à peu près dit tout ce que j'avais à dire. J'espère que c'était pas trop fouillis, excusez-moi, hein, j'étais... Ben, j'espère aussi. Mais en tout cas, est-ce Donc, que vous si vous m'avez avez bien des entendu? questions à Enfin, poser, si vous avez quelque chose à dire, parlez merci, maintenant, Nicolas, en tout cas. taisez-vous à jamais. Maintenant, Moi, j'ai une c'était. question qui me taraude depuis très très longtemps, Constance. Parce que tu sais Pardon? que j'ai une question qui me taraude Ah depuis oui, très très longtemps, parce que tu sais que je t'ai découvert par une BD, ouais. par La Ouais. Belle C'est Absente. quoi, la première critique ever de toute ma vie, c'était Sabine. Euh, J'aimerais Magnifique. savoir comment se passe une collaboration à trois, justement, et après, enfin, passer d'un roman graphique comme vous avez fait avec Séverine Vidal et avec Barou, Mhm. passer après à une écriture, à tout, à ta poésie qui est aussi dedans. J'arrive pas. Si j'arrive très bien à comprendre ce qui t'anime, mais comment tu arrives à faire cette osmose? Bah, merci beaucoup de te souvenir de La Belle Absente que j'avais Il y a coécrit aussi avec ton texte Séverine. que tu m'as laissé sur le blog et qui est précieux pour moi. Merci. Bah, moi, c'est très précieux pour moi aussi, puisque tu es la première à avoir parlé de mon travail, ce qui était un travail, donc effectivement, je dois beaucoup à Séverine Vidal, puisqu'elle m'a, euh,
c'est elle qui... J'avais envie d'écrire à un moment donné, mais comme je le disais à un moment, je ne me sentais pas suffisamment forte moralement, ni assez forte tout court pour le faire. Et du coup, je l'ai fait avec quelqu'un. C'est elle qui m'y a encouragée et on a écrit à deux. Donc, et c'était très beau parce que on est parti d'un homme qui dort de Pérec, euh, dont on a fait une adaptation au départ. Donc, chacune prenait en charge un chapitre, en fait. Et à la fin, et puis Barou, surtout, l'illustrateur, a fait des planches magnifiques. Il a finalement, sublimé votre texte. oui, mais alors le texte, il n'avait pas d'éditeur, donc on lui a dit arrête-toi parce que on va peut-être pas faire tout le truc parce que, mais non, lui, il a fait tout quoi. Et à un moment, on a montré ça à un éditeur qui a été très intéressé, puis à un moment, il nous a dit non. Puis on a montré à un autre éditeur qui a dit, qui a dit ah c'est super, mais c'est vachement trop triste. On a dit bah ouais, mais bon, enfin c'est. Et du coup, on avait toute planche de Barou et on a une autre, enfin on a réécrit une autre histoire sur ces planches-là, quoi. On a abandonné l'homme qui dort et on a fait raconter une autre histoire à ces planches-là. Mais, et du coup, bah, comment on collabore, bah, pour moi, c'était des béquilles, hein, vraiment. Écrire avec elle, c'est plus une bâtisseuse. Je ne veux pas du tout dire qu'elle n'a pas de poésie, elle a une poésie intense, mais voilà. Et moi, j'étais plus dans quelque chose de plus euh, impressionniste et ça collait bien, en fait. Et ça m'a donné vraiment l'assurance pour écrire toute seule après. Mais il fallait d'abord que je tienne la main de quelqu'un. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question qui te taraudait. Ici, ça me paraît parfait. Ça me paraît parfait ce que tu dis là. Merci. C'est une très belle collaboration, cette BD, et une très belle collaboration. Ouais, je te On remercie a tout le beaucoup. monde. J'adore cette BD, ouais, j'adore. Merci. Mm. Quelqu'un d'autre? Personne d'autre. Obligé, hein? Non, je voulais juste savoir si quand tu l'as écrit, si la poésie, tu t'en as semé tout au long du texte. Et est-ce que c'était un choix délibéré ou c'est quelque chose qui s'est imposé à toi par rapport à toutes les sensations que tu avais? Tu parles des moments poétiques, Bah, ton enfin, l'écriture d'accord. est très poétique. Il y a quand même des moments avec Non, quand parce même. qu'il y a deux poésies aussi que Oui, j'ai vraiment, pour le coup, collées au texte. Mais l'inspiration poétique, par ailleurs, bah, c'est comme ça que j'arrive à écrire, en fait. J'arrive pas du tout à écrire de façon plus blanche, en fait. Euh, je cherche vraiment à transcrire, en fait, à transcrire, tu vois, des scènes dans des dimensions multiples. Donc, comme on disait, tu vois, l'odorat, le goût, le toucher, etc. Donc, je suis dans une espèce de... Là, c'est le moment que je préfère d'ailleurs, hein, quand j'écris, où j'essaye d'être vraiment dans un... euh, je traduis comme voilà, comme on sentirait justement un parfum et qu'on voudrait en traduire l'odeur. J'essaie de trouver les termes tout à fait justes, ceux capables de traduire ces multiples sensations. Donc ça me vient comme ça. Et du coup, effectivement, de façon, la poésie révèle l'essence, quoi. Donc c'est un peu ça. Et alors, pour ce qui est des poésies purement, donc j'en écris par ailleurs. J'en écris tout le temps, j'en ai toujours écrit et j'en ai beaucoup et parfois elles me semblent pouvoir s'ajouter au texte. Donc il y en avait aussi dans Le Matin est un tigre, hein, une je pense, et là je crois que j'en ai mis deux. Est-ce que ça répond à ta question du coup, oui, oui, Karine? oui, oui, Ouais, tout à fait. Donc, du ok. coup, peut-être un recueil de poésie un jour. Bah peut-être, j'aimerais beaucoup, beaucoup. J'aimerais bien. Ouais. Ouais, moi aussi. Ouais. Je t'attends, Constance.
Bah écoute, ouais, il faut que je travaille encore, mais oui, oui, Chacun en son temps. ouais, exactement. J'y travaille. Voilà, mais après, je suis contente de te voir, Charlotte, je n'avais pas vu depuis le début. Donc, merci Charlotte pour le petit message là. Voilà. C'était doux, Moi, donc elle a dit. il y a des messages, Oui, il y a des messages. mais Euh, pourquoi je ne les vois pas? parce qu'il y en a, j'en sais rien, Ah, moi. d'accord, ok. Tu m'as Parce qu'il pris faut pour un il Apple faut que tu Genius. cliques sur chat en bas. Ah, d'accord. Tu vois? Tu cliques sur chat et tu les as sur le côté. Chat, je ne vois pas. En bas Laisse de ton tomber. Ah, écran. si, ok, ok. Converser. Ah, ok. D'accord. C'était d'où vous deux? Merci. Bon. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là, je pense. Et bah, merci. Merci beaucoup hein, pour ce petit coin du feu. Ça fait du bien, même si c'est virtuel. Hein. J'espère vraiment qu'on pourra se voir Ouais, moi aussi. toutes. Ouais, ça, Merci Nicolas pour ta lecture. Merci à tout le monde pour vos soutiens et vos lectures. Voilà. Et bon, puis bah, Charlotte, on se retrouve bien. oui, Charlotte, vous vous retrouvez mardi, je crois. Ouais. D'ailleurs, je veux m'inscrire mardi, acquis de droit, voilà. Avec joie. Bon, bah, je vous embrasse tous et puis merci d'avoir été là. Ben, merci Nous aussi, beaucoup. j'aime bien. Moi aussi, On Au était revoir. bien, on ça fait embrasse plaisir. toutes. Ouais, on est Merci, bien. bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.